5000 ans. 5000 ans pendant lesquels l'or a régné sans partage sur la monnaie, un système qui semblait éternel. Et puis, en quelques décennies, tout s'est effondré. Bienvenue sur dialobax.fr. Dans cette première analyse d'une trilogie consacrée à la monnaie, on va décortiquer pourquoi ce métal a bondi de plus de 9000% depuis 1971, mais surtout on va voir quel rôle très concret il peut encore jouer pour blinder un portefeuille aujourd'hui. Plus 9000%. Oui, c'est la performance de l'or depuis que le dollar a coupé les ponts avec lui. Mais attention, ce chiffre n'est pas qu'une relique du passé. Pour vraiment saisir son importance aujourd'hui et comprendre comment l'or peut fonctionner comme une véritable assurance pour un portefeuille, il faut remonter le temps, jusqu'à la source. Alors, commençons par le commencement. Dans cette première partie, on va retracer l'ascension incroyable de la monnaie métallique, de ses toutes premières heures jusqu'à son apogée. C'est un système qui a non seulement bâti la première grande mondialisation, mais qui a aussi, et c'est crucial, gravé dans notre inconscient collectif l'idée même de ce qu'est une monnaie solide. Et contrairement à ce qu'on pense, tout ne commence pas avec l'or. Non, la première monnaie métallique, c'était l'argent, en Mésopotamie. La vraie révolution, le Big Bang monétaire, il arrive bien plus tard, en Lydie, avec les toutes premières pièces d'or. C'est le début de la standardisation. Mais le coup de génie, ce sont les Grecs qui l'ont eu, en universalisant le concept. Ils ont créé, de fait, le premier système monétaire international. Et les bases qu'ils ont posées ont tenu pendant des millénaires, jusqu'à l'apogée du système, en 1870, les talons or. Mais au fait, pourquoi ces métaux? Pourquoi pas le sel, les coquillages? Tout ça a aussi servi de monnaie. La réponse tient en 3 propriétés physiques, 3 qualités qui n'ont pas bougé d'un iota et qui expliquent encore leur valeur aujourd'hui. D'abord, la rareté. C'est simple, on ne peut pas l'imprimer. Sa quantité sur Terre est finie, point. Ensuite, la durabilité. L'or est quasiment indestructible. Un lingot de l'époque romaine, il est comme neuf aujourd'hui. Et enfin, la divisibilité. On peut le couper en petits morceaux sans qu'il perde de sa valeur. Ces 3 piliers en ont fait la monnaie parfaite, une encre de confiance pendant des siècles et des siècles. Et nous voilà à l'apogée du système, la période 1870-1914. La belle époque, la première vraie mondialisation. Sur le papier, c'est un chef-d'œuvre. Chaque monnaie peut être échangée contre de l'or, ce qui force les gouvernements à une discipline de fer. Résultat, des prix stables et le commerce mondial qui explose. Mais, sous ce vernis de perfection se cachent des fissures énormes. Le système est incroyablement rigide, il est incapable d'absorber les chocs économiques. Et pire que tout, sa survie dépend entièrement de la découverte de nouvelles mines d'or. Une dépendance qui va lui être fatale. Et ces fissures, elles ne vont pas tarder à devenir des gouffres béants. On entre maintenant dans le 2e acte de notre histoire, la chronique d'une chute annoncée. Comment un système qui a tenu des millénaires a pu s'effondrer en seulement quelques décennies, balayé par les guerres et les crises du XXe siècle? Le premier coup de poignard, c'est 1914, la Première Guerre mondiale. Une guerre, ça coûte une fortune. Et pour la financer, les États n'ont pas le choix, ils doivent imprimer de la monnaie, massivement. Or, ça, c'est totalement incompatible avec la discipline de l'or. La solution est donc brutale. On suspend la convertibilité. Et là, c'est comme si on avait ouvert les vannes. La création monétaire devient illimitée, l'inflation s'envole. La règle la plus fondamentale du jeu vient d'être pulvérisée. Mais le coup de grâce, le chaos final, c'est la Grande Dépression. Et aujourd'hui, les historiens de l'économie sont unanimes. L'étalon or n'a pas seulement aggravé la crise, il en a été l'un des principaux moteurs. Le mécanisme est un piège implacable. Le crash de 29 déclenche une panique monstre. Les gens se ruent au guichet des banques pour échanger leurs billets contre de l'or. Très vite, les réserves des banques fondent comme neige au soleil, ce qui les oblige à couper le crédit de manière brutale. La quantité de monnaie dans l'économie s'effondre et ça plonge le monde dans une spirale déflationniste mortelle. Pour se rendre compte de l'ampleur du désastre, il faut regarder ce chiffre. Entre 1929 et 1933, la masse monétaire aux États-Unis s'est contractée de 30%. 30%, c'est une véritable asphyxie économique. C'est comme si on avait retiré un tiers de l'air d'un seul coup. Dans notre système actuel, une banque centrale aurait inondé le marché de liquidités. Mais à l'époque, impossible. Ses mains étaient liées par l'or. Pas de nouvel or, pas de nouvelle monnaie. Le système a fait un choix tragique. Il a préféré sacrifier l'économie pour sauver sa parité avec l'or. Face à cette catastrophe, c'est la débandade, un véritable effet domino. Le Royaume-Uni est le premier à jeter l'éponge en 1931. Les États-Unis suivent en 1933. La France, elle, s'accroche jusqu'en 1936 mais finit par céder. Après la guerre, on essaie de sauver les meubles avec les accords de Bretton Woods. C'est une sorte de système hybride où seul le dollar est encore convertible en or. Mais le 15 août 1971, le président Nixon met fin à la comédie. La fiction ne tenait plus. Je demande de suspendre temporairement la convertibilité du dollar en or. Ce mot, temporairement, c'est peut-être l'un des plus grands euphémismes de l'histoire financière. Parce que ce temporaire, il dure depuis plus de 50 ans.
En une seule phrase, prononcée un dimanche soir à la télévision, Richard Nixon a mis fin à 5000 ans d'histoire. Il nous a fait basculer dans un monde totalement nouveau, celui de la monnaie qui ne repose sur rien de physique. Bon, toute cette histoire est passionnante, c'est certain, mais elle nous amène à la question qui compte pour un investisseur aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on en retire? Pourquoi ce métal, qui n'est même plus une monnaie officielle, reste-t-il une pièce maîtresse dans tant de stratégies de portefeuille? En réalité, la raison de l'abandon de l'or n'est pas idéologique, elle est purement mathématique, et ce calcul est toujours d'actualité. Regardez, l'offre d'or dans le monde, elle augmente d'environ 1,5 à 2% par an. C'est le rythme auquel on sort le métal de terre, c'est très stable. En face, l'économie mondiale, elle, a besoin de croître d'au moins 3 à 4% par an. Le verdict est sans appel. L'or est tout simplement trop lent pour l'économie moderne. C'était comme essayer de faire décoller une fusée avec un moteur de tondeuse. Le système devait sauter. Et voici la conséquence directe, le prix à payer pour avoir abandonné cette encre. Depuis que le dollar a été libéré de sa chaîne dorée en 1971, il a perdu plus de 85% de son pouvoir d'achat. C'est ça, le coût de la flexibilité monétaire. Une érosion lente, silencieuse, mais continue de la valeur de l'argent, ce qu'on appelle joliment la taxe invisible de l'inflation. Alors concrètement, quel est son rôle aujourd'hui? On peut le résumer en 3 points clés. D'abord, et c'est le plus important, c'est devenu l'actif refuge ultime. En clair, quand tout s'effondre sur les marchés, les actions, les obligations, l'or, lui, a tendance à résister, voire à monter. C'est l'airbag du portefeuille. Deuxièmement, il reste ce symbole puissant d'une stabilité perdue, un miroir pour juger les politiques monétaires parfois acrobatiques d'aujourd'hui. Et enfin, il est au centre du débat éternel sur la discipline des banques centrales. Et tout ça nous amène à un paradoxe fascinant qui est la clé pour comprendre l'or aujourd'hui. L'or est une protection si efficace précisément parce qu'il n'est plus une monnaie officielle. Pensez-y, comme il a été libéré de son job, il n'a plus à suivre les besoins de l'économie. Sa valeur peut donc flotter librement au gré de la demande des investisseurs qui cherchent une issue de secours. En fait, sa démonétisation, c'est ce qui a fait sa force en tant que valeur refuge. La chute de la monnaie métallique a donc laissé un vide. Un immense vide au cœur du système financier mondial. Un vide qui a dû être comblé et qui a été rempli par un système radicalement différent. Un système qui n'est plus basé sur un actif physique, tangible, mais sur une simple idée. La question qui en découle est toute simple, mais elle est vertigineuse. Si un billet de banque n'est plus un reçu pour une certaine quantité d'or, qu'est-ce qui garantit sa valeur? Qu'est-ce qui fait qu'on l'accepte en échange de notre travail? La réponse, elle tient en un seul mot. Un mot à la fois incroyablement puissant et terriblement fragile. La confiance. Et cette confiance, c'est le sujet de la deuxième partie de notre trilogie. L'ère de la monnaie papier, l'ère de la confiance. Un système qui a permis une croissance économique phénoménale, c'est vrai, mais qui porte aussi en lui les graines de l'inflation, de l'endettement sans fin et des bulles financières. On décortique tout ça dans notre prochaine analyse. 15 août 1971. En une seule phrase, le président Nixon vient de déconnecter le dollar de l'or. Et il plonge comme ça le monde entier dans une expérience monétaire complètement inédite. Ici Dialbox.fr. Le résultat, plus de 50 ans après, le voici. Moins 85%. Oui, c'est la perte de pouvoir d'achat du dollar américain depuis ce jour. On parle d'une destruction de valeur absolument colossale pour toute personne qui met de l'argent de côté. Alors, la question qui s'impose, c'est comment un système qui est en fait programmé pour pulvériser l'épargne a-t-il pu devenir la norme mondiale? Eh bien, c'est exactement ça qu'on va décortiquer ensemble. L'objectif est simple, mais il est crucial, comprendre les règles du jeu pour arrêter de subir. Et mieux encore, pour identifier les actifs qui, eux, surperforment systématiquement dans ce système. Ok, alors, allons-y. Tout bascule en 1971, on l'a dit, avec la fin du système de Bretton Woods. C'est, ni plus ni moins, le début de la plus grande expérience monétaire de toute l'histoire. Un monde où notre argent, eh bien, il n'est plus adossé à rien, rien de tangible. Il ne repose plus que sur une seule chose, une promesse. Et ce système, ça porte un nom, la monnaie fiduciaire. Fiduciaire, ça vient du latin fiducia, qui signifie tout simplement confiance. La valeur de chaque euro qu'on empoche ne dépend plus d'un stock d'or bien au chaud dans un coffre-fort, non. Elle dépend uniquement de la confiance collective qu'on accorde tous à l'État et à sa banque centrale. Au fond, l'idée est d'une simplicité presque déconcertante. Ce billet de 10 euros, il n'a aucune valeur en soi. C'est juste un bout de papier. Sa valeur, elle repose entièrement sur une sorte de contrat social, une convention entre nous tous. Et c'est là tout le paradoxe.
C'est à la fois sa plus grande force et sa plus grande faiblesse. Mais alors, on peut légitimement se demander pourquoi est-ce qu'on a adopté un système qui a l'air si fragile ? Eh bien, il y a une raison principale, une promesse en fait, celle d'une flexibilité maximale. C'est vraiment ça l'avantage clé qui explique non seulement pourquoi ce système a survécu, mais pourquoi il domine le monde aujourd'hui. Pour bien comprendre, le plus simple, c'est de comparer deux crises majeures. D'un côté, 1929. On est sous les talons or, les gouvernements ont les mains complètement liées. Impossible de créer de la monnaie pour sauver la mise. Résultat, une décennie entière de dépression. Et de l'autre, 2008. Là, tout l'inverse. Les banques centrales ont pu, en quelques jours, inonder les marchés de liquidités et éviter un effondrement systémique. C'est cette flexibilité qui a transformé les banques centrales en pompiers de service de l'économie. Elles peuvent intervenir comme prêteurs en dernier ressort pour éteindre une panique bancaire. Elles peuvent arroser le système pour stimuler l'économie quand ça ralentit. Et surtout, elles permettent aux États de financer des projets gigantesques, ce qui était tout simplement impossible avec la discipline de fer de l'étalon d'or. Mais attention, cette flexibilité, elle a un coût. Et c'est un prix très élevé que chaque investisseur paie, souvent sans même s'en rendre compte. C'est le fameux revers de la médaille, une inflation quasi permanente et la création de bulles spéculatives, encore et encore. Et là, on touche à un point qui surprend presque tout le monde. On a tendance à penser que c'est la banque centrale qui crée la monnaie, n'est-ce pas ? Eh bien, la réalité, elle est tout autre. 90% de la monnaie en circulation est créée par les banques commerciales, les banques privées. La banque centrale, c'est à peine 10%. Le mécanisme, il est fondamental à comprendre. Quand une banque accorde un prêt, elle ne prête pas l'argent d'un autre client. Non, elle crée cette monnaie ex nihilo, à partir de rien, juste avec une écriture comptable. Le vrai pouvoir de la banque centrale, au final, c'est moins de créer la monnaie elle-même que de fixer le coût de cette création par les banques privées en jouant sur les taux d'intérêt. Et la conséquence directe de tout ça, c'est simple. Quand le crédit est facile, quand l'argent ne coûte rien, toute cette monnaie fraîchement créée se déverse dans l'économie et finit où ? Dans les actifs, créant des bulles. La chronologie parle d'elle-même. La bulle Internet fin des années 90, la bulle immobilière juste avant 2008 et plus récemment, la bulle sur à peu près tous les actifs après les liquidités massives de la période post-pandémie. Et quand les choses se corsent vraiment, les banques centrales sortent l'artillerie lourde. C'est ce qu'on appelle le quantitative easing, ou QE. C'est un peu leur arme nucléaire. Quand baisser les taux ne suffit plus, la banque centrale crée de la monnaie, massivement, pour acheter directement des actifs sur les marchés, injectant des milliards de milliards dans le système. Et le résultat final, la conclusion de tout ce processus, la voilà. C'est cette érosion continue et inévitable du pouvoir d'achat. Depuis 1971, le dollar a perdu 85% de sa valeur, la livre sterling 92%. Même l'euro, qui est beaucoup plus jeune, a déjà perdu 38% de son pouvoir d'achat depuis son lancement. Le point vraiment crucial à saisir ici, c'est que cette perte de valeur, ce n'est pas un bug du système. C'est une de ses caractéristiques fondamentales. Comme le dit l'adage, l'inflation, c'est un impôt silencieux. C'est la taxe la plus efficace qui soit, parce qu'elle n'a jamais besoin de passer par un vote. Bon, maintenant qu'on a bien posé les règles du jeu, la question qui nous intéresse tous. Comment on gagne la partie ? Comment est-ce qu'on transforme toute cette analyse en une stratégie d'investissement qui fonctionne ? Il y a 3 principes, 3 clés. Première clé, se protéger contre cette érosion monétaire. Ça veut dire quoi ? Allouer une partie de son capital à des actifs réels, des choses tangibles qui gardent leur valeur. L'immobilier, l'or, les matières premières. Deuxième clé, surfer sur les vagues de liquidité. Quand les banques centrales impriment, cet argent va quelque part. Il cherche du rendement. Et il va alimenter les marchés, notamment les actions croissance, la tech. Il faut être là. Et troisième clé, anticiper les cycles. Ça veut dire écouter très attentivement les banquiers centraux pour savoir quand ils vont fermer le robinet et quand il sera temps de devenir plus défensif. Et c'est ça le double visage du QE. Pour l'épargnant classique, celui qui laisse son argent dormir sur un compte, c'est un poison lent. L'argent perd de sa valeur jour après jour. Mais pour l'investisseur, celui qui détient des actifs, ces mêmes injections de liquidité, c'est du carburant pur. Ça fait monter le prix des actions, de l'immobilier, de quasiment tout. Ce qui nous amène à une conclusion qui va à l'encontre de tout ce qu'on nous apprend, mais qui est absolument essentielle. Dans ce monde de monnaie papier, depuis 50 ans, la meilleure stratégie pour s'enrichir, ça n'a pas été d'épargner, mais bien de s'endetter à des taux bas pour acheter des actifs dont la valeur est presque mécaniquement poussée vers le haut par le système lui-même.
Bon, après plus de 50 ans de cette grande expérience, on sent bien qu'on arrive à la fin d'un cycle. Oui, ce système a permis une croissance folle, il a évité des dépressions, c'est indéniable. Mais aujourd'hui, les fondations commencent sérieusement à se fissurer. Et ces fissures, elles sont de plus en plus visibles. D'abord, une perte de confiance qui s'accélère, notamment avec le grand retour de l'inflation. Ensuite, un endettement mondial qui a atteint des niveaux complètement délirants, on parle de 336% du PIB mondial. Et enfin, une politisation croissante de la monnaie qui met à mal le principe même de l'indépendance des banques centrales. Et face à cette situation, deux chemins radicalement opposés se dessinent pour l'avenir de la monnaie. D'un côté, on a la voie de la décentralisation, portée par les cryptoactifs, qui promettent de sortir la monnaie du contrôle des États. Et de l'autre, le chemin inverse, un contrôle centralisé encore plus fort avec les projets de monnaie numérique de banques centrales. Une chose est certaine, on est en train de vivre un point d'inflexion historique. La révolution monétaire qui s'amorce est sans doute la plus importante depuis 1971. Les règles du jeu sont en train d'être réécrites, là, sous nos yeux. La question qui va donc définir notre avenir financier est la suivante. Quel chemin va-t-on prendre ? Celui de la liberté décentralisée avec sa part de risque et de volatilité, ou celui du contrôle programmable avec une monnaie gérée directement par les États. C'est tout l'enjeu et c'est précisément ce qu'on explorera dans la troisième et dernière partie de notre analyse qui sera consacrée à la monnaie numérique. Après 5000 ans de métal et 50 ans de papier, notre monnaie est à la croisée des chemins. Et devant nous, il n'y a que deux voies possibles pour son futur numérique. La liberté totale ou le contrôle absolu. Bienvenue sur dialogbox.fr, on décode ensemble les forces qui redessinent l'investissement. Restez bien avec nous, parce qu'à la fin de cette analyse, vous aurez toutes les clés pour comprendre le conflit monétaire qui va définir la décennie à venir, et surtout pour savoir comment positionner un portefeuille intelligemment. Juste une précision importante, cette analyse s'appuie sur des données de mi-octobre 2025. Les grandes tendances qu'on va voir sont toujours d'actualité, mais bien sûr, vérifiez toujours les cours actuels avant de prendre une décision. Pour bien comprendre où l'on va, un tout petit retour en arrière. On a eu des millénaires de monnaie en métal, l'or, l'argent, palpables avec une valeur propre. Puis, basculement en 1971, la monnaie papier qui ne repose plus que sur la confiance. Et aujourd'hui, on entre dans la troisième grande ère, la plus disruptive, le numérique. Mais attention, cette fois, le passage ne se fait pas en douceur. C'est un véritable champ de bataille idéologique. Ok, rentrons dans le vif du sujet. Tout a vraiment commencé avec la crise financière de 2008. Cette crise n'a pas seulement fait trembler les banques, elle a accouché de deux visions complètement opposées pour l'avenir de notre argent. Regardez bien cette phrase. Elle est inscrite à tout jamais dans le tout premier bloc de la blockchain Bitcoin. En français, le chancelier est sur le point de renflouer les banques une seconde fois. Ce n'est pas un simple titre de journal, c'est un acte de naissance, une déclaration de principe contre le système financier traditionnel. C'est le point de départ de la première vision, celle de la liberté. Et cette vision, c'est bien sûr celle des crypto-monnaies. L'idée un peu folle d'une monnaie qui n'appartient à aucun État, à aucune banque, mais qui appartient à son réseau d'utilisateurs. Une monnaie conçue pour être libre. Alors, en termes simples, une crypto-monnaie, c'est quoi ? C'est un actif numérique entièrement sécurisé par la cryptographie. Mais sa caractéristique fondamentale, le point absolument central, c'est sa décentralisation. Personne n'est aux commandes, ni une banque, ni un gouvernement. Et cette décentralisation, elle change tout. Premièrement, ça permet d'avoir une offre limitée, connue à l'avance, comme pour l'or, c'est une protection mathématique contre l'inflation. Deuxièmement, ça offre une souveraineté individuelle. Avec ses clés privées, on contrôle réellement ses fonds. Et enfin, c'est résistant à la censure. Aucune autorité ne peut décider de bloquer une transaction entre deux personnes. Et qu'on ne s'y trompe pas, ce n'est plus du tout un marché de niche. On estime à près de 600 millions le nombre d'utilisateurs dans le monde. C'est devenu un phénomène global, une force avec laquelle il faut compter. Évidemment, face à ce challenger qui prône la liberté, les États et les banques centrales ne pouvaient pas rester les bras croisés. Ils préparent activement leur contre-offensive. Une vision du numérique qui est, elle, basée sur le contrôle. Leur solution, ce sont les MNBC, pour monnaie numérique de banque centrale. L'idée est simple, c'est l'euro ou le dollar que l'on connaît, mais dans une version 100% numérique, émise et gérée directement par la banque centrale, sans même passer par les banques commerciales. Et là, on est à l'exact opposé de la philosophie crypto. On a une centralisation totale, une traçabilité absolue de chaque transaction, une offre monétaire qui reste illimitée. Et surtout, un concept clé, la programmabilité.
L'État pourrait intégrer des règles directement dans l'argent, comme une date d'expiration ou des restrictions d'achat. D'ailleurs, si cette mise en perspective vous éclaire, un petit like est toujours un excellent signal pour nous encourager. Et ne croyez pas que c'est de la science-fiction. Regardez ces chiffres. 137 pays, qui pèsent pour 98% de l'économie mondiale, sont déjà en train de travailler dessus. La machine est lancée et elle est massive. On arrive donc au cœur du problème. On se retrouve tous, en tant que citoyens et investisseurs, face à un dilemme fondamental. Un choix presque philosophique entre la stabilité et la sécurité promises par l'État, contre la vie privée et la souveraineté offerte par la technologie décentralisée. Ce tableau, c'est vraiment celui qui résume toute la situation. C'est le choc de deux mondes. D'un côté, les cryptos, le contrôle est au réseau, la vie privée est préservée, c'est résistant à la censure, mais c'est volatile. De l'autre, les MNBC. Le contrôle est à l'État, la traçabilité est totale, c'est stable, mais vos fonds peuvent être gelés sur décision administrative. C'est ça, le compromis. Du coup, la question est ouverte, et elle est essentielle. Pour chacun d'entre nous, qu'est-ce qui pèse le plus lourd dans la balance ? La stabilité à tout prix ou la liberté individuelle? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, et ce serait vraiment intéressant de lire vos points de vue dans les commentaires. Bon, maintenant qu'on a bien posé le décor, passons à la partie la plus importante pour un investisseur. Comment on navigue là-dedans? Concrètement, quelles sont les stratégies pour aborder ce futur qui s'annonce clairement hybride? On peut définir 3 grandes approches. La plus prudente, c'est la diversification. Allouer une petite partie de son portefeuille à des actifs comme l'or et les cryptos les plus établis, Bitcoin et Ethereum, pour se protéger de la dévaluation des monnaies classiques. Pour une approche modérée, il y a la stratégie du DCA, qui consiste simplement à investir une somme fixe, chaque mois par exemple, pour lisser le prix d'entrée et ne pas subir de plein fouet la volatilité. Et enfin, pour un profil plus offensif, il y a l'idée de parier sur les infrastructures, investir dans les actions des entreprises qui construisent les pelles et les pioches de cette révolution, comme les plateformes d'échange ou les fabricants de matériel de minage. Mais quelle que soit la stratégie, il y a des règles d'or à respecter pour éviter les pièges. Il est souvent plus sage de se concentrer sur les leaders du marché, de prendre le contrôle de ses actifs en utilisant un portefeuille sécurisé, et surtout, d'adopter une vision à long terme pour ne pas céder au FOMO. Cette peur de rater le train qui pousse à prendre de mauvaises décisions. Allez, on récapitule tout ça en 3 points clés. Premièrement, l'ère du métal nous a offert la stabilité, mais c'était rigide. Deuxièmement, l'ère du papier a apporté la flexibilité, mais au prix de l'inflation et de la dette. Et troisièmement, l'ère numérique nous place face à un choix de société majeur, la liberté décentralisée ou le contrôle centralisé. Bien sûr, on le rappelle, les marchés évoluent vite. Une action concrète pour les jours à venir, il peut être très intéressant de surveiller les cours des actions des entreprises qui construisent cette infrastructure blockchain. Leur performance est souvent un excellent baromètre pour mesurer le pouls de l'adoption de cette technologie par les acteurs institutionnels. Pour ne pas manquer nos prochaines analyses et continuer à recevoir des insights actionnables, le plus simple est de s'abonner à Dialbox.fr et de bien activer les notifications. Et je vous laisse sur cette question, qui dépasse largement le cadre de l'investissement. Sommes-nous collectivement prêts à accepter une traçabilité totale de nos dépenses en échange de la promesse de plus de sécurité et de simplicité? C'est le grand débat qui s'ouvre. Si cette analyse vous a paru utile, n'hésitez pas à la partager pour lancer la discussion autour de vous. C'était Dialogbox.fr, à bientôt.